Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence en ces lieux. Nous allons commencer l'ouverture de cet événement par l'hymne national. Nous allons nous lever tous debout pour respecter notre hymne national. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir. Chers journalistes, distingués invités, merci de répondre présents à ces points de presse. Je vous souhaite plutôt la bienvenue au nom de la Case des femmes et enfants vulnérables. Ces points de presse a été organisé dans le but de comprendre ce qu'a été les activités de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables durant cette année 2025. Nous apprécions votre présence et l'intérêt que vous portez à cette initiative. Le déroulement sera le suivant. Une déclaration officielle sera faite par le coordonnateur national, M. Héritier Mousseke. Elle sera suivie d'un temps de questions-réponses avec la presse. Et nous conclurons par quelques annonces pratiques si nécessaire aussi. C'est un message que j'adresse à la presse. Je vous demanderai lors des échanges de bien vouloir vous présenter et préciser votre organe de presse avant de poser vos questions et de faire des interventions courtes et précises afin de permettre à chacun de pouvoir mieux s'exprimer devant au moment ou pendant le déroulement de cet événement. Et sans plus tarder déjà, je passe la parole au coordonnateur national. C'est lui qui nous fera les déroulements ou soit qui nous parlera des déroulements ou faire le bilan des activités de l'ONG La Case durant cette année 2026. Je passe la parole à M. Héritier Mousseke pour la suite du programme. Ok, merci beaucoup. Merci pour le poids de la parole. Je crois que c'est pour moi un privilège, un honneur de tenir la parole. Il vient d'être au milieu de vous en ce jour. C'est pour moi vraiment un privilège et j'en profite pour rendre grâce à Dieu, celui qui a permis de mettre le temps et les circonstances, parce que sans lui, ces jours-là ne seraient pas arrivés. Alors, par là, je remercie déjà chacun de nous pour la disponibilité, pour la présence et pour cette faveur que vous faites en ce jour. Et je m'en vais déjà vous dire bonjour. Et j'en profite également de l'occasion pour saluer tous les membres de la case, partout ils sont, ici à Kinshasa, au Congo, partout ailleurs. Je vous dis, recevez mes salutations au nom de toute l'équipe de la case et au nom propre de notre présidente, Madame Delphine Moloko, Luna, et elle-même également, recevez mes salutations là où vous êtes, chère présidente. Alors, tel que venait de l'épingler tantôt, Madame la journaliste, nous sommes dans le cadre d'un point de presse. Et ce point de presse est relatif au déroulement des activités de cette année.
En fait, d'entrée des jeux, je dirais que cette année, c'est une année un peu mitigée. Mitigée dans le sens où nous avons connu des avancées et également, nous avons aussi connu un moment de défis énormes au sein de la structure. Alors, en tant que gestionnaire, en tant que coordonnateur, et je crois que c'est judicieux de faire un compte rendu, d'être relevable envers tout le monde, parce que je le soulignerai que la relevabilité est une valeur au sein de l'ONG, la Case des familles d'enfants vulnérables. Alors, déjà, je m'en vais dire pour me répéter que c'est une année qui est mitigée, dans le sens que nous avons connu des avancées sur le sur le plan administratif, parce que mon narratif sera un peu scindé en deux. C'est-à-dire, je parlerai d'un côté des avancées, mais également des défis que nous avons connus. En fait, nous allons commencer cette année avec beaucoup d'ambition, avec une vision claire, telle que nous l'avons dit, je crois au mois de janvier, lors de notre Assemblée générale. Nous avons donné un plan. Et le plan voudrait qu'il y ait une série d'activités qui devraient être faites dans le cadre de notre fonctionnement. Alors, nous allons commencer l'année déjà avec la visite de la présidente, qui nous est venue au mois de, je crois, novembre 2024. Elle est demeurée au milieu de nous jusqu'au mois de février 2025. Et à son arrivée, elle a ramené tout ce qu'elle pouvait ramener et ça nous a permis à réaliser des activités, notamment dans le domaine médical, avec nos partenaires, avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la mutuelle de santé. Alors, nous allons effectuer ces activités qui étaient autour de certains dons en médicaments, en matériel et je dirais, en médicaments et matériel pour être un peu circoncis. Et après cela, après son départ, il fallait continuer dans ces délais-là. Raison pour laquelle nous avions tissé une collaboration avec un orphelinat, je m'excuse, l'orphelinat Un Jour. En fait, dans ces programmes-là, il y avait plusieurs orphelinats qui étaient en lice. Nous avions réalisé ce programme avec nos marketeurs et l'équipe de projet, où nous avions visité plusieurs institutions, structures qui s'occupent des orphelins, parce que déjà l'ONG, la Case des familles des enfants vulnérables, c'est une ONG qui travaille ou qui œuvre dans les domaines sociaux et humanitaires et principalement dans l'aide aux personnes vulnérables. Et ces personnes-là sont principalement les femmes et les enfants. Bien entendu, nos activités touchent également la population. C'est-à-dire dans le retombées, nos activités touchent l'ensemble de la population, mais de manière spécifique, ce sont les femmes et les enfants vulnérables. Alors nous avons commencé cette année déjà par ce programme. Le programme était tel que nous avions réfléchi, c'est-à-dire après l'âge de la majorité, nous nous sommes rendus compte que les orphelins sont un peu abandonnés à eux. Parce que les orphelins prennent les enfants en charge déjà jusqu'à l'âge de la majorité. Mais après la majorité, il n'y a pas une politique qui permette à ce que ces gens-là deviennent autonomes ou je m'excuse, que ces gens-là, cette catégorie de personnes, soient utiles à eux-mêmes et à la société. Alors, par rapport à ça, en collaboration avec la présidente et sous son impulsion même, nous avons mis ce projet-là en place. Et parmi les orphelins que nous avons visités, il y a l'orphelinat Un Jour qui a répondu favorablement à notre demande ou à notre appel. Et avec cet orphelinat, nous avons tissé une collaboration de telle enseigne que nous avions dispensé une formation professionnelle selon des domaines bien spécifiques, esthétique
esthétique et comment on appelle le mot m'a échappé, ça reviendra. Sur le plan esthétique, l'information esthétique, sur l'informatique, également, culture. Et nous avons commencé cette formation. On a pu quand même donner une formation à ces enfants, donner un certain avenir, certaines connaissances. Et à part ce programme-là, nous ne sommes également pas limités là. Le fait que nous étions en collaboration avec l'orphelinat, c'est vrai qu'il y a une catastrophe naturelle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, notamment une plus forte, qui a fait que l'orphelinat soit affecté par une inondation. Et à cette occasion, nous avons mené une activité dans l'orphelinat, notamment un don en médicaments, en denrées alimentaires, et l'activité s'était déroulée à merveille. Et hormis cela, dans les activités de l'ONG, nous avons connu en pleine activité, là je peux peut-être aller dans l'aspect, toujours je dirais dans l'aspect activité, mais il y a eu également des défis qui se sont prononcés, parce que nous-mêmes, nous supportions le transport aller et retour de ces enfants. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, nous avons connu un problème avec nos véhicules, ce qui a fait qu'il y ait une certaine interruption de la formation. C'est-à-dire que la formation n'est pas arrivée jusqu'au bout à cause de ce problème de moyens de déplacement des orphelins. Mais du moins, nous avions assez avancé avec eux. Au moment où nous parlons, nous sommes sûrs que ces enfants ont quand même quelque chose dans la tête. Et c'est un programme qui sera, Dieu nous fatigue, peut-être l'année prochaine, parce que tout projet fonctionne sur base d'un temps. Nous allons reprendre avec ce programme pour arriver à l'objectif que nous nous sommes définis, c'est de rendre ces enfants autonomes, leur apprendre une profession, une activité qui leur permettra, après l'âge de majorité, de vivre de manière décente. Parce que parmi les objectifs pour la vision de l'ONG, il y a accompagner les enfants et les femmes et les enfants vulnérables afin qu'ils soient autonomes. Et les accompagner comment? En dispensant également des formations, hormis le fait que nous procédons également par des dons, en vêtements et autres. Et toujours dans le cadre des activités de l'ONG, nous avions été cette année dans la commune de Lantzélé, précisément au pont Badara, et ça nous a permis, dans ce quartier Badara, pardon, ça nous a permis d'installer une communauté, une sous-coordination au niveau de Badara et de tisser une collaboration qui nous a permis d'avoir un centre de santé au niveau de ces quartiers. Et ce centre de santé nous permettra, nous permettra à ce que nous puissions toucher la vie des femmes et des enfants vulnérables à cet endroit, parce que ça c'est futur. Bien que dans la capitale, mais ce sont des points un peu reculés. Alors nous avons jugé bon d'installer une sous-coordination afin de nous occuper des vulnérables qui sont dans ce coin. Donc au jour d'aujourd'hui, la case des femmes et des enfants vulnérables a dans certains un dispensaire ou un centre médical, bien que nous sommes encore dans la phase de réhabilitation de cet hôpital. Et je crois que pour l'année 2026, tout sera mis au point pour que les vulnérables, les femmes et les enfants, bien entendu la population générale, bénéficient de soins de santé de qualité. Et cette année également, Dieu nous a fait grâce, nous avons également installé une sous-coordination au niveau de la commune de Koumou, par l'entremise d'une avocate qui est sous-coordinatrice dans cette sous-coordination à la commune de Koumou. Et donc, ça, je dirais, présenter une avancée significative au niveau de la visibilité de l'ONG, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'ONG dispose au moins de 4 sous-coordinations. Alors, sur le plan administratif, cette année, Dieu est avec nous parce que, je dirais, que sur le plan administratif, aujourd'hui, la place des femmes et des enfants vulnérables est presque complète. Je dirais que tout le document relatif à une organisation non gouvernementale, une ONG en RDC, par rapport à sa loi,
qui est la loi qui régente ces domaines, je pense qu'on a presque tout le document. Et Dieu nous a fait grâce cette année, nous avons été agrémentés par le ministère des Affaires sociales. Et hormis le ministère des Affaires sociales, où nous avons été agrémentés, c'est-à-dire où nous avons été enregistrés avec un arrêté, nous avons également été enregistrés au niveau du ministère du Plan. Et déjà, nous avions obtenu l'avis favorable du ministère du Plan concernant l'exonération. Et l'exonération, c'est un document qui nous permettra de faire des imports et exports concernant notre mission. Alors, je crois que sur le plan administratif, au jour d'aujourd'hui, l'ONG La Place des femmes et des enfants vulnérables est bien calée. Et je dirais également sur le plan, toujours sur le plan administratif, aujourd'hui, nous avions eu beaucoup de partenariats, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui proposent des partenariats avec la TAS, notamment au niveau de l'Europe, où nous avons toute une école d'assistance sociale avec laquelle nous sommes en pourparlers pour un partenariat franc, et une collaboration franche. Et à part cela, nous avons eu des partenaires dans le domaine médical qui nous ont jusqu'à là offert une donnée de dons en matériel, et c'est là, en matériel médical bien sûr, et cela nous permettra de réaliser nos projets, parce que par rapport à nos projets et par rapport à notre plan d'activité ou plan d'intervention, il y a la construction des édifices, notamment les écoles, également les hôpitaux. Donc, pour l'année prochaine déjà, que Dieu nous pas te dire, nous pensons que la case des femmes et des enfants vulnérables pourra avoir son centre hospitalier, son centre hospitalier additionnel, parmi ceux qui se trouvent à Badar. Et également, dans le cadre toujours de nos activités dans les avancées, cette année, nous avions installé le bureau de la mutuelle de santé. Nous savons que les domaines, on peut parler du domaine social sans pour autant faire allusion à la santé, parce que la santé, c'est la richesse. Et dans ce cadre-là, nous avions une mutuelle de santé, et cette mutuelle de santé, cette année, nous avons pu installer son bureau dans la commune de Limité. D'ailleurs, j'en appelle à la population, tous ceux qui nous suivront, tous ceux qui voudront collaborer avec nous dans le cadre de la mutuelle de santé, ils sont les bienvenus, ou elles sont les bienvenus. Et la mutuelle de santé, elle est installée dans la commune de Limité, à la première rue, Vilandos. Quand vous entrez à la première rue Vilandos, demandez l'immeuble des Chinois à l'intérieur, nous avons la mutuelle de santé. Alors, tous ceux qui voudront, tous ceux qui sont intéressés pour leur famille, leur entreprise, leurs contemporains, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est l'installation de ce bureau qui nous a permis de matérialiser ce projet que nous avions de la mutuelle. Alors, je dirais que cette année également, tel que je l'avais dit au début, cette année, il y avait des défis en face. Le défi en face, c'est parce que je ne dirais pas que nous sommes une vraie entreprise, mais toute entreprise connaît des fois des moments de défis. Parce que rien n'est facile dans la vie. Alors, ces moments de défis a fait que beaucoup de projets que nous avions eus cette année, nous n'avons pas pu les réaliser. Parce que nous ne parlerons pas seulement des avancées, mais également des défis ou des difficultés que nous avons rencontrées. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu était avec nous, on s'est battu, on ne s'est pas laissé faire. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà franchi 90% de ces défis. Et que l'année prochaine, je crois que ce sera une année rose pour l'ONG La Case des femmes et des enfants vulnérables. Donc, pour ne pas trop beaucoup parler ou aller trop dans les détails, je dirais tout simplement que cette année a été vraiment une année d'expérience pour nous, parce que nous avions pu affronter beaucoup de choses. Et nous avions également fait une avancée significative, surtout sur le plan administratif, parce que ce domaine des ONG, c'est un domaine qui est rigoureux déjà, et ça fonctionne
je dirais, ça avance plutôt en fonction du temps de déroulement, parce que déroulement des activités. Parce qu'il y a des documents, où il y a des autorisations que l'État vous donnera, ou des générations, l'État vous donnera qu'en fonction du temps de votre fonctionnement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui créer une ONG et avoir tous les documents directement. Selon notre législation, il faudrait toujours qu'il y ait un certain temps de fonctionnement, un certain temps d'existence. Et je crois que ces temps-là, l'ONG La Case a déjà franchi ce temps-là et nous rentrons dans un moment de maturation, ou nous rentrons dans un moment, dans un temps de manifestation de ce que nous avons fait. Alors, en tant que, je dirais, en tant que coordinateur, je pourrais tout simplement dire un grand merci à mon équipe. Ce n'était pas facile, il y a eu des incompréhensions, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais du moins, on a pu tenir et passer ces moments ensemble. Et je suis parfaitement désolé pour ceux qui ne sont plus avec nous, pour ceux qui, peut-être au courant de l'année, ne sont plus avec nous, pour me répéter. Mais pour le reste, je pourrais tout simplement vous dire merci à la présidente qui nous a soutenus. Pendant ce moment difficile, elle a été là pour nous soutenir et toute l'équipe également. Je dirais merci pour la compréhension, pour la patience et merci surtout pour la confiance. Parce que cette année, comme je l'ai dit encore, c'était une année vraiment de défis, beaucoup de défis. Mais Dieu nous a fait grâce et l'année est en train d'avancer petit à petit à son terme et que l'ONG La Case des femmes et des enfants vulnérables a subsisté à cet contexte. Et que Dieu nous fasse grâce. Je suis sûr, avec tout ce que nous avons mis en place, que l'année prochaine sera une année d'impunité. Alors, à tous qui êtes là, à toute mon équipe, je dis encore une fois de plus merci du fond de mon cœur pour votre confiance, pour votre patience. Et je ne cesserai de le dire encore, que Dieu bénisse La Case et que Dieu bénisse tout le monde. Je dis et je vous remercie. Oui, en fait, merci beaucoup, cher coordonnateur, pour cet exposé. C'était là le parole du coordonnateur Mouteke. Je peux le résumer en quelques mots avant de passer la parole aux journalistes qui sont là présents pour poser leurs questions. Dans le discours du coordonnateur, il a commencé par présenter les bilans qui étaient ouverts plutôt par la visite du président, de la présidente elle-même. Et puis, dans sa visite, elle a dû apporter plusieurs matériels, entre autres des matériels médicaux qui ont permis à faire des descentes dans plusieurs hôpitaux qui ont été ciblés. Les coordonnateurs ont aussi parlé de plusieurs partenariats qui ont été signés ou des orphelinats qui ont été ciblés pour travailler avec un partenariat avec l'ONG La Case. Les coordonnateurs ont aussi évoqué la création de la sous-coordination dans le cas des Badara pour permettre enfin de prendre en charge les femmes et enfants vulnérables du coin de Badara, mais également aussi la sous-coordination qui a été créée dans la commune de Bumbu, mais aussi sur le plan administratif de l'ONG. Les coordonnateurs ont évoqué que l'ONG est en ordre avec tout le document, entre autres l'agrément qui a été fait par le ministère des Affaires sociales, avec aussi également le ministère du Plan qui a permis d'avoir l'avis favorable pour obtenir l'exonération durant cette année 2025. Il y a eu aussi plusieurs partenariats et plusieurs propositions de partenaires qui ont été faites durant cette année. Il y a eu plusieurs aussi fournisseurs en matière médicale qui ont eu part à l'évolution de cette année 2025. Il y a eu l'installation de la mutuelle de santé, mais également il a donné les perspectives de l'année 2026. L'ONG vise à créer un centre de santé. Et à la fin de son discours, il a remercié toute l'équipe pour le travail abattu durant cette année. Sans plus tarder, je passe la parole aux journalistes pour leurs différentes questions. À chacun, maximum 10 minutes, parce que chacun a 2 questions d'échange avec les coordonnateurs.
Vraiment, chers journalistes, je vous demande de respecter le temps et afin de pouvoir permettre à ce que nous puissions finir le plus vite possible. Sans plus tarder, je passe la parole à Madame Grace. Vous vous présentez, l'organe de presse là vous travaillez et vous posez votre question au coordonnateur. Ok, moi c'est Gracielle Kanzake de la part de l'ACFF Télévision. Monsieur le coordonnateur, Monsieur Héritier, dans votre discours, nous avons entendu, et moi j'ai bien entendu, vous avez parlé d'un centre de santé créé à Badara. Maintenant, dites-nous, quels sont, ou bien quel a été les dispositifs mis en place pour garantir un accès équitable de soins aux personnes vulnérables, particulièrement parce que vous avez mentionné les femmes et les enfants. Oui, la deuxième question, voilà. La deuxième question, ça a deux volets. La première, vous avez parlé de la mutuelle, l'installation de la mutuelle de santé. Dites-nous d'abord, premièrement, les objectifs premiers de cette mutuelle et puis comment évaluez-vous globalement les actions de cette mutuelle pour la prise en charge de personnes vulnérables. Et la sous-question, dites-nous aussi en termes de chiffres, combien de femmes, enfants et hommes que votre mutuelle a eu à prendre en charge. Merci madame pour les questions. La première question qui m'a été posée, c'est de savoir quel a été le dispositif mis en place pour garantir un accès équitable aux femmes et aux enfants vulnérables dans l'hôpital que nous avons, le centre de santé que nous avons à Badar. N'est-ce pas, c'est ça? Je dirais déjà qu'il faut savoir que à Badara, nous avions trouvé le centre de santé, nous ne l'avons pas payé. C'est-à-dire, nous ne l'avons pas construit. Nous avons trouvé déjà un centre de santé qui fonctionnait déjà. Alors, ce centre de santé, vu qu'il y a eu un membre de l'ONG que nous avions retrouvé, que nous avons connu du côté de Maluku. Alors, voyons l'ONG, ce membre-là, M. Didier, son milieu naturel de vie, c'est Badara. Mais il travaille à Maluku. Alors, connaissant, voyant comment l'ONG avait fonctionné, les actions que l'ONG avait posées au niveau de Maluku, ça a attiré son attention du fait que de ramener les actions de l'ONG au niveau de la commune ou du quartier Badar. Alors, celui qui nous a proposé, j'ai des gens qui sont vulnérables, j'ai des personnes qui sont vulnérables, mais sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que l'ONG peut aussi les aider de la même manière que l'ONG a posé des actions au niveau de Maluku? Alors, après des échanges de vidéos, des appels et tout sur WhatsApp, on s'est dit que c'était intéressant. Nous sommes allés parce que les vulnérables, c'est notre matière de travail, notre matière prise. Parce qu'il y a les vulnérables, l'ONG La Case des femmes et des enfants vulnérables est intéressée. Nous avions diligenté une descente au niveau de la sous-coordination pour nous rendre compte effectivement de ce que ce membre-là nous disait. Et arrivé sur place, nous avons ressenti ce besoin de soins de santé parce que le centre qui était là, déjà, je crois que, je ne sais pas si les journalistes pourront également balancer les images, et voir, ça dépendra du monteur, les images, il pourra balancer, voir et faire voir dans quel état se trouvait ce centre. C'est-à-dire, ça nous a intrigués parce que déjà, il y avait des malades qui dormaient à même le sol. Il y avait déjà le personnel, le médecin lui-même fait tout. Il est à la fois laboratoire, il est à la fois
médecin, il est à la fois chirurgien, il fait tout seul. Et déjà, en échangeant avec lui, il nous a soumis je dirais, ses doléances pour que l'ONG vienne à la rescousse. Tout à l'heure, quand l'ONG est venue, déjà, l'ancien bâtiment qu'occupait le centre, ça planait déjà le déménagement, c'est-à-dire la délocalisation déjà de ce centre, pour permettre à ce que, lorsque les patients viennent, soient quand même dans de bonnes conditions, bien que les conditions ne soient pas encore réunies à 100%. Et c'est fait que lorsque maman était venue, elle avait ramené, la présidente était venue, elle avait ramené des lits médicalisés pour faire des dons. Et ceux qui restaient là, nous avons pris ces lits-là et nous leur avons donné. Nous leur avons fait don de quelques. Ce n'étaient pas des lits, je dirais pas des lits de manière au vrai sens du mot, mais quand même une partie pour qu'ils aillent ressembler et du moins d'abord commencer par permettre à ce que lorsque les malades viennent, dormir déjà pas même les seuls, mais même sur un lit. Alors, je crois que s'il faut répondre à votre question, c'est un projet. Parce que dans l'ONG, déjà elle-même, l'ONG, c'est un projet. Et le projet a un temps. Nous avons commencé avec Padara, déjà avec la délocalisation de l'hôpital pour un nouveau bâtiment, mais il nous reste encore le chemin à parcourir. Voilà pourquoi je dis que cette année, c'est une année un peu mitigée, parce que d'un côté, il y a des avancées, mais de l'autre côté, il y a des défis. Et les défis tournent certainement autour des moyens financiers. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas peut-être dit ça, mais je souffre des partenaires. Je souffre également des subventions. On n'a pas de partenaires financiers, on n'a pas de bailleurs de fonds, on n'a pas de subventions au niveau de l'État. Or, l'ONG vit, selon la loi, les subventions de l'État, des dons élèves, ainsi que les cotisations de ses membres. Or, l'ONG est en train de traverser un moment parce que l'ONG n'a pas encore de partenaires. Et tout cela s'est inscrit dans notre projet de 2026 qu'il faudrait mettre des moyens. Voilà pourquoi je dis même que nous avons déjà des partenaires qui nous ont, de manière, je dirais, anticipée, qui nous ont déjà fait des dons en matériel, et ces matériels-là seront destinés à équiper également ces centres de santé. Alors, toute l'organisation a été mise, mais l'organisation n'est pas encore effective parce que c'est un projet, et c'est un projet qui va se réaliser avec l'État. Mais du moins, il avec le peu que nous leur avons donné, avec un peu d'espoir également, parce que, vous savez, l'être humain, c'est aussi l'espoir que vous leur donnez. Et l'espoir, le discours donne de la force, et le discours donne l'énergie pour que les êtres humains puissent travailler normalement. Donc, sur ce point-là, je dirais que c'est un projet, et ce projet-là est en phase, je dirais, à l'étape du début. Et on est encore au début. Et ce projet-là, tel que ça sera mis au point ou mis en place définitivement, que les enfants, parce que l'accès est mis beaucoup plus pour les femmes et les enfants. Parce qu'il y a un taux de natalité élevé dans ce point-là, et nous allons plus intervenir dans ce domaine. Et je crois que j'ai répondu à votre question. Non, je ne peux pas répondre. Vous avez parlé de la délocalisation du centre, vous avez parlé du don du matériel. Là, c'est plus les lits, c'était ça. Et maintenant, comment faites-vous pour prendre en charge le soin est gratuit ou semi-gratuit ou ça se passe comment? Le soin, pour l'instant, les soins, l'hôpital, j'ai dit, l'hôpital, nous n'avons pas conçu l'hôpital. Nous avons trouvé l'hôpital que nous avions fait acquérir à l'ONG. Mais c'est par rapport au coût. Parce qu'actuellement, pour le soin, le coût actuellement, c'est vraiment trop élevé. Et là, concernant les coûts, c'est comment? Déjà, le coût, il est normal. C'est-à-dire qu'il n'est pas exorbitant. Parce que déjà, lui-même, la personne qui a fait intégrer l'ONG, qui a fait intégrer le centre de l'ONG, il a déjà l'esprit humanitaire.
Et déjà, comme vous voyez, le niveau déjà de la population, parce que la population de ce point-là n'a pas assez de moyens. N'a pas assez de moyens. Déjà, le coût, on laisse d'abord le centre fonctionner comme il fonctionnait, parce que je l'ai dit, c'est un projet qui est au début. On laisse le centre fonctionner comme il fonctionnait déjà, et déjà le coût, déjà, il est minime. Mais avec la vision de l'ONG, pour les femmes et les enfants vulnérables, la prise en charge, comme dans la mutuelle, sera gratuite. Donc bien évidemment, des opérations qui seront bien ciblées. Bien ciblées. La prise en charge sera gratuite pour les femmes et les enfants vulnérables, mais toutes les opérations qui seront bien ciblées. Je crois que j'ai répondu à la question. Et deuxièmement, par rapport aux objectifs de la mutuelle, le centre, la vision même de l'ONG, je crois que cette question-là, peut-être que vous me l'avez posée, mais il y a quelqu'un qui me l'avait déjà posée. Pourquoi? Parce que il m'a dit, c'était concernant l'application ou l'applicabilité du contrat. C'est-à-dire les hôpitaux avec lesquels nous travaillons, ils ne nous taxent pas comme, je dirais, comme des clients normaux, mais ils contribuent à la vision d'aider les vulnérables. C'est-à-dire là où il faudrait payer la totalité de la facture, l'ONG et l'hôpital collaborent, et les institutions hospitalières collaborent. C'est-à-dire l'ONG prend une partie et les hôpitaux se chargent également d'une partie. Et on le divise sur base d'un pourcentage où les 30% sont réservés à l'ONG et les 70% sont réservés aux vulnérables. Et quand on parle de vulnérables, c'est-à-dire que tout membre de l'ONG ou tout membre de la mutuelle qui détient la carte de l'ONG de la mutuelle est considéré déjà comme un vulnérable. Parce qu'il n'y a pas un distinguo où l'on fait les membres de l'ONG et on fait les vulnérables. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'objectif de la mutuelle, c'est d'abord d'alléger ce coût. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous venez de le dire tantôt, que les frais médicaux sont élevés. Mais à travers la mutuelle, c'est-à-dire la mutuelle a un système, organise un système de collaboration qui facilite l'accès à des soins de santé de qualité. Parce que par exemple, de vous-même, vous n'aurez pas le moyen de fréquenter un hôpital comme Ngalema, par exemple, la clinique Ngalema. Mais lorsque vous faites partie de l'ONG, faites partie de la mutuelle, vous pouvez accéder, grâce à cette collaboration, à cette solidarité que l'ONG crée, accéder à ces soins de santé de manière, je ne dirais pas gratuitement, parce qu'il y a une population à payer, mais de manière, je dirais, facile. Et c'est ça le but, l'objectif premier de la mutuelle, faciliter l'accès aux soins de santé de qualité, aux vulnérables et à ses membres. Donc le premier objectif que nous poursuivons dans la mutuelle, c'est d'abord de donner cette possibilité aux personnes qui n'ont pas de moyens, mais d'avoir des soins de santé de qualité. Et si au jour d'aujourd'hui, s'il nous faudrait évaluer la mutuelle de santé, je dirais que nous avions commencé la mutuelle l'année passée en 2024. Et en commençant avec la mutuelle de santé, ça je le dirais, je suis gestionnaire, je ne montrerai pas devant le public, nous n'avions pas été assez outillés. Parce que la mutuelle fonctionne de manière, je dirais, un peu particulière, parce que ce n'est pas un centre de santé. Il faudra avoir des professionnels, il faudra avoir des gens qui s'y connaissent. Alors nous, quand on a commencé la mutuelle de santé, déjà, nous avions eu beaucoup de membres, je m'étais dédié certaines choses, parce que c'est notre secret, le secret du travail. Parmi les premières personnes dont nous avons fait bénéficier la mutuelle de santé, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Pourquoi déjà l'effectif déjà, l'expertise déjà faisait défaut? Parce qu'il faudrait un suivi, je dirais, sérieux. Voilà pourquoi l'idée a été de ne pas faire seulement de la mutuelle, je dirais, un programme au sein d'un autre programme, comme l'ONG, mais de faire de la mutuelle un programme, une cellule même au sein de l'ONG. Parce qu'au début, nous avions 7 cellules, mais actuellement, nous en avons 8.
Et la 8e cellule, c'est la cellule de la mutuelle. Nous en avons fait une cellule en part entière avec une chef de cellule pour organiser très bien la cellule. Donc, au jour d'aujourd'hui, s'il faudrait donner des chiffres pour la cellule, je peux donner une moyenne. Parce que je n'ai pas exactement les chiffres dans la tête. Parce que déjà, même vous-même, je pense que vous avez déjà bénéficié de la cellule. De la cellule de mutuelle, vous-même. Je pense que tout le monde déjà qui est ici, au sein même de la case, c'est des membres de la cellule. En comptant nos membres qui sont de l'extérieur et en comptant nos membres qui sont dans le sud de coordination. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'avec le nettoyage du fichier de la cellule, s'il faudrait estimer un chiffre, estimer un nombre de membres de la cellule aujourd'hui, on n'est pas moins de 100. Nous ne sommes pas moins de 100 dans la cellule. Moins de 100 personnes. On n'est pas moins de 100. On peut longer dans les 150, 170 personnes. C'est un peu ça le chiffre. Donc ça, c'est en globalité. J'aimerais qu'il y ait au moins des estimations en particulier. Et puis en plus de cela, donc vous puissiez, hormis le membre, lorsque vous savez parler de membre, faites allusion à quel membre administratif ou bien membre effectif. Dans la mutuelle, il n'y a pas de membre administratif, il n'y a pas de membre effectif. Dans la mutuelle, il y a tous sont des membres. Parce que vous avez parlé que c'est une cellule dans une C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, dans la mutuelle, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la mutuelle sont des membres de la mutuelle. Vous comprenez? Dans la mutuelle, on ne fait pas les distinguo parce que tous nous avons une seule carte. Et c'est la même carte pour tout le monde. C'est-à-dire quand vous êtes déjà dans la mutuelle, vous êtes membre de la mutuelle. Parce que déjà, que vous soyez membre administratif, que vous soyez membre, déjà dans la mutuelle, le fait que de figurer dans la mutuelle, vous êtes membre de la mutuelle. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Vraiment, j'espère que ça a été clair, la réponse du coordonnateur. Nous passons à la deuxième personne. Vous vous présentez et puis vous posez la question au coordonnateur. Je suis Manassé Loukano, journaliste de la CFF TV. Monsieur Héritier Mounzeke, vous avez parlé sur la formation gratuite auprès des orphelins. Ma question est celle-ci. La durée de formation que les orphelins ont suivie au sein de l'ONG La Case des familles et enfants vulnérables était de combien de mois? Pensez-vous que avec cette formation de qualité, ils seront à mesure d'être indépendants ou d'avoir un gagne-pain? Et ma troisième question est celle-ci. Quel est votre bilan global par rapport aux actions menées dans la prise en charge des orphelins durant l'année 2025? Merci. Ok, merci pour la question, madame. Je crois que je l'avais dit tantôt. Déjà, il faut savoir que le centre de formation que nous avons, c'est un centre qui est affilié au ministère de la formation professionnelle. Et déjà, le programme que nous suivons, c'est le programme national. Selon le programme national, la formation dure 6 mois. 6 mois de formation. Mais concernant ces programmes de formation des orphelins, c'est un peu un programme spécial. Un programme spécial. Et normalement, la formation devait durer 3 mois. Normalement. Mais il s'est fait que on a commencé le premier, le deuxième, au 3e mois, nous avons connu ces problèmes. Le problème, lequel, déjà, là, j'en profite même de cette question, mais ensuite de cette question, elle est pertinente, de lancer ici un appel aux gens de bonne foi, aux personnes qui veulent aider. On dit que lorsque nous faisons cette formation gratuite, il faut voir deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a des formateurs qui viennent, qui doivent enseigner. Et ces formateurs qui viennent là, ce sont des membres de l'ONG qui doivent être pris en charge. Deuxièmement, la formation demande les matériels, surtout l'esthétique et coiffure. Ça demande les matériels et ces matériels-là doivent être achetés. Parce que ce sont des matériels qui sont usuels.
quand vous les utilisez, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'il faudrait remplacer à tout moment. Cela demande le moyen. Or, lorsque vous faites une formation gratuite, déjà, vous ne demandez pas un droit quelconque sur le plan financier, c'est-à-dire l'ONG doit prendre en charge de 100%. Donc, c'est une charge pour l'ONG. Et Dieu merci, nous avions, quand nous avons commencé la formation, nous avions nos véhicules qui s'occupaient du transport des orphelins. Parce que nous faisions le AR, l'aller et le retour. Le matin, nous allons les chercher, ils viennent suivre la formation. Et des fois même, pendant qu'ils suivaient la formation, on devait les nourrir, parce qu'ils viennent d'arranger. Et après cela, il faudrait, après la formation, les retourner à l'orphelinat. Parce qu'on ne peut pas les laisser eux-mêmes, parce que des fois, il arrive que ces enfants fuient l'orphelinat. Alors, pour éviter tous ces risques-là, on devait aller les chercher et en retour, les déposer dans leur habitat. Alors, ce qui a fait que lorsque nous avons connu ces défis, quand je venais d'épingler l'autre fois, quand nous avons connu ces défis avec le moyen de transport, ça a déjà interrompu la formation. Nous avons tenté pendant, je crois pendant un temps, 1 ou 2 semaines, de subventionner les transports parce que nos véhicules étaient tombés en panne. Et malheureusement, à un moment donné, on était asphyxié, ce qui a fait que la formation a été interrompue. Mais là, je remercie même les formateurs parce que pendant ces 2 mois-là, pendant que nous faisions des évaluations, et pour répondre déjà à votre deuxième question, lorsque nous faisions des évaluations, les niveaux étaient déjà élevés. Et les apprenants, les orphelins apprenants en informatique, ils savaient déjà faire des saisies, ils savaient déjà ouvrir un ordinateur, fermer un ordinateur, c'est quoi un ordinateur, ils étaient capables déjà de dire, avec des mots francs, c'est quoi un ordinateur, comment manipuler déjà l'ordinateur. C'était déjà une avancée. Il en est de même pour ceux qui étaient en esthétique, les filles, elles étaient déjà capables, elles étaient suffisamment avancées. Mais comme l'homme propose, Dieu qui dispose, et là je redis, à ce que je venais de dire, les gens de bonne foi, donnez-nous la main. Donnez-nous la main, parce que toute cette activité, tout ce travail demande quand même un soutien matériel, un soutien financier, un soutien, ça demande un soutien, et nous en avons besoin. Et nous faisons appel aux personnes de bonne foi. Si vous cherchez comment aider, nous sommes là pour vous permettre d'aider ces enfants. Vous pouvez passer par nous, vous pouvez nous aider pour arriver à atteindre ces objectifs. Et s'il faudrait, pour répondre à la troisième question, faire un bilan général de l'année, je dirais que le bilan, je ne dirais pas c'est à 100% positif, parce que nous n'avions pas atteint l'objectif final. Parce que l'objectif final était d'atteindre un nombre élevé quand même des enfants. Nous avons commencé juste avec un seul orphelinat, et juste en milieu, ça s'est interrompu à cause des défis que nous avions rencontrés. Et je réitère encore, je répète encore ce que je venais de dire, les gens de bonne foi, venez nous soutenir. Venez nous soutenir, le cœur, les cités sont là. Mais tout ça là, toute l'organisation est accompagnée de moyens financiers. Et là, nous interpellons même les autorités de considérer un peu ces domaines sociaux-là. Parce qu'aujourd'hui, le domaine social de notre pays, elle est, je dirais, zéro. Je vais le dire, on a un stagiaire ici, on a une stagiaire ici qui vient de la Belgique, assistante sociale. Mais elle est là, elle a du mal à travailler. Pourquoi elle a du mal à travailler? Parce qu'il n'y a aucune politique sociale. Aucune politique. Elle était aux affaires sociales, elle n'a rien trouvé de bon. Elle est venue chez nous ici, elle a du mal. Quand tu échanges avec elle, il fallait des stratégies, il fallait beaucoup de discours pour lui permettre, c'est-à-dire de concilier la théorie qu'elle est en train de prendre en Europe à la pratique sur terre. C'est vraiment 2 choses, je dirais 2 réalités différentes. Elle te dit, je ne vois pas en quoi je serais utile ici. Parce que les gens me demandent de l'argent. Et je lui ai dit, ici, là, le social, l'aide sociale, ne se redoute à un mot. C'est la fin. Il faut donner.
tu peux conseiller, tu peux parler, mais à la fin, on te demandera parce que les gens ont fait. Et pour pallier à ça, l'État ne propose aucune politique. Voilà pourquoi nous, les ONG, nous sommes là. L'État doit voir quelles sont les ONG qui l'aident dans ce domaine social et nous aider, nous venir en aide. Parce que nous-mêmes, là, on essaye, on ne parvient pas. C'est un peu ça. J'ai répondu à la question. Merci. Nous passons à la troisième personne. Vous vous présentez et puis vous posez maximum 2 questions. Des questions comme nous l'avons dit. Merci beaucoup, madame, pour l'octroi de la parole. Moi, c'est Moïse Loubo, pour les comptes du magazine Émission Parole Notable. Monsieur le coordonnateur national de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables, dans votre exposé de tout à l'heure, vous avez rappelé la mission de votre organisation, qui est celle d'accompagner les femmes et les enfants vulnérables afin de les rendre autonomes. Tout au début, vous avez parlé d'un plan qui a été mis en place au début de l'année pour exécution des activités durant toute l'année 2025. Dans cet exposé, vous avez parlé, selon les plans, il y avait les domaines, vous avez réparti vos activités selon les domaines suivants. Il y a les domaines médicaux, il y a les domaines sociaux, il y a aussi la formation, les domaines juridiques, il y a aussi les domaines administratifs. Ma question est celle de savoir à combien s'élève le projet du budget 2025 qui a permis l'exécution de toutes ces questions, de toutes ces actions que vous avez invoquées tout à l'heure au sein de votre ONG, la Case des femmes et enfants vulnérables. Et d'ajouter également à combien s'élève le prochain budget par rapport aux activités que vous êtes en train de prévoir, parce qu'ici vous évoquez que la politique sociale au niveau national pose un problème. Là, c'était ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation est celle de savoir, vous, en tant que coordonnateur national de l'ONG, la Case des femmes et enfants vulnérables ici au Congo, dites-nous, selon votre expérience personnelle, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué durant cette année et sur quoi personnellement vous voulez vous investir plus afin d'accompagner les enfants et les femmes vulnérables. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour les questions. La première question relative au budget 2025 qui nous a permis de réaliser tous ces projets dont nous allons évoquer tout à l'heure. Alors d'emblée, déjà, je dirais, déjà franchement, l'ONG La Case des femmes et des enfants vulnérables n'a pas un budget fixe. Vous savez, je l'ai dit, nous, si nous faisons de telles activités ou événements, c'est aussi pour lancer un appel. Et c'est aussi pour lancer un appel aux partenaires. C'est aussi pour lancer un appel aux gens qui nous suivent dans le monde pour nous venir en aide. Pour nous venir en aide parce que, déjà, comme la politique, je dirais, sociale, déjà dans notre pays, n'existe pas entre les mains. Mais deuxièmement, il y a encore un autre problème, c'est-à-dire un problème d'ordre administratif. La lenteur de l'administration fait en sorte que, comme je l'avais dit, les ONG, c'est des structures qui fonctionnent dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aujourd'hui, en RDC, créer une ONG et demain être subventionné. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire vous devez fonctionner avec les moyens propres d'abord.
et avec ce moyen propre, ajouter le problème administratif qui est long, non pas parce que les individus le rendent non seulement lent, mais parce que la réglementation même, elle-même, elle est lente. Parce que je vais vous donner un exemple. Pour avoir l'exonération, vous devez avoir un fonctionnement de 2 ans. Pour avoir la personnalité, même pas l'exonération, même la personnalité juridique, c'est-à-dire l'acte créateur de l'ONG en RDC comme une personne morale, la personnalité juridique, vous ne pouvez l'acquérir sans l'expérience de 2 ans. C'est impossible. C'est-à-dire, d'abord, on vous donne l'F-2, qui est l'accusé des réceptions de la personnalité juridique, avec lequel vous fonctionnez pendant un temps, pendant 2 ans, parce que pendant les 2 ans, vous devez faire des rapports des activités que vous menez, et c'est sur base de ces rapports qu'on vous octroiera la personnalité juridique. Donc c'est déjà un problème. Alors, hormis ça, cela ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir des partenaires qui peuvent vous aider. Mais ces partenaires-là également qui peuvent vous aider, tout le monde exige à ce que vous soyez en règle. Et aujourd'hui, pour votre information, la plupart des partenaires qui viennent dans la case, c'est à travers notre site Internet. Et lorsqu'ils sont en contact avec le site Internet de la case, ils voient la case parce que dans le site, on a pris le temps d'insérer les documents. Lorsqu'ils se rendent compte des activités, et du côté administratif, et du côté activité, et du côté organisationnel, ils se disent, OK, là-bas c'est bon, ils viennent. Mais 2 ans en arrière, 1 année en arrière, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, ce qui fait que l'année 2025, comme au jour d'aujourd'hui, la présidente du conseil d'administration, elle est la seule, je le dirais, elle est la seule qui subventionne l'ONG. Elle est la seule. En tant que gestionnaire, je ne pouvais pas, bien qu'il y avait un budget qui était, je dirais, défini, mais l'allocation de ce budget ou la libération de ce budget n'était pas possible. Parce que déjà, les moyens faisaient défaut et font défaut jusqu'à ce jour. Et toutes ces activités ont été réalisées avec des états de besoin, mais pas un plan détaillé. C'est-à-dire lorsque le moment où le moyen s'est présenté pour faire telle activité, vous faites un état de besoin et les moyens sont dédiés. Il faudrait laisser au pourvoyeur le temps de se reconstituer. Lorsqu'il débloque les moyens, elle doit avoir le temps de se reconstituer, débloquer à nouveau le moyen. Donc, en 2025, pour répondre à votre question, nous n'avions pas un budget précis. Tout ce que nous avions accompli comme avancé, que ce soit sur le plan administratif, parce que ça coûte l'État cher, si ce n'était le sacrifice, le sens du sacrifice et la volonté d'aider, je ne pense pas qu'on allait arriver là où nous sommes. Parce que c'est un individu qui se donne la peine de réaliser ces choses. Déjà, en 2025, je dirais l'ensemble du budget, peut-être au moment du rapport final de l'année, nous donnerons les chiffres exacts. Mais ce chiffre-là a été réuni par moment. À chaque fois que le besoin, c'est ressenté. Ce n'est pas un budget que nous avions eu et nous avions été alloués pour ce budget et exécuté en temps, mais c'était des moyens à travers des états de besoin qui étaient alloués pour la circonstance. Donc, pour répondre à votre question, je ne saurais pas au jour d'aujourd'hui vous donner un chiffre exact. Là, vous me permettrez, vous m'autoriserez peut-être à l'Assemblée générale, lorsque nous aurons tout réuni avec les financiers, à ce moment-là, on peut vous donner réellement le budget que nous avons utilisé. Mais je ne dirais pas réellement un budget, mais nous pourrions faire un rapport financier clair. Mais ce n'était pas un budget. Parce qu'on sous-entend le budget qu'il y a eu un montant qui a été débloqué, et ce montant, vous l'utilisez comme le programme a été établi. Donc, ce n'était pas le cas avec la case. Et pour l'année prochaine, je crois, je l'ai dit aujourd'hui, j'ai parlé avec le frère, le membre qui était ici. Je dis, nous avons franchi un cap avec la case. Je crois que l'année 2026 sera une année de
je dirais plus, ce ne sera plus l'année d'investissement parce que nous allons beaucoup investir. Nous allons beaucoup planter. Mais l'année 2026 sera une année de récolte, c'est-à-dire maintenant de retour de l'investissement. Alors maintenant, là, je ne saurais pas projeter l'année 2026 parce que nous n'avons pas encore clôturé l'année 2025, c'est tout le plan. Et l'année 2026 ne pourra être projetée que lorsque nous ferons le bilan de 2025. C'est alors que maintenant nous projetterons l'année 2026, que ce soit sur le plan financier, administratif ou des activités ou quoi. Donc pour l'instant, 2026, je ne pourrais pas vous donner le budget actuellement parce qu'il faut d'abord clôturer l'année 2025 et projeter l'année 2026. Je crois que c'est à partir du mois parce que nous avons l'Assemblée générale le 31, entre le 31 et le 1er ou le 1er février. C'est à partir de là que nous allons projeter, et à partir de là que nous allons exposer le budget 2026. Mais entre-temps, en coulisses déjà, nous sommes en train de travailler avec le conseil d'administration, voir déjà des projections, comment est-ce que nous allons projeter l'année 2026. Mais ça sera plutôt une année de retour de l'investissement. On travaillera plus sur l'investissement, et nous allons maintenant voir comment faire le retour de l'investissement qui a été fait. Alors, pour cette année, qu'est-ce qui nous a marqué personnellement et quoi nous attendons, nous comptons nous investir personnellement pour l'année prochaine. Je crois que cette année, nous avons été marqués par beaucoup de choses. J'ai été marqué personnellement par beaucoup de choses. La première des choses, c'est que sur le plan, je dirais personnellement, j'ai été un peu, c'est-à-dire, pesé. J'ai été un peu pesé, dans le sens que, vous savez, quand vous faites des choses et que vous êtes au milieu, moi je suis un peu au milieu entre le conseil d'administration et les cellules, je suis au milieu. C'est-à-dire que lorsque vous faites des choses et que les résultats ne suivent pas encore comme il se doit, vous êtes un peu remis en cause. Et cette année, personnellement, moi, j'ai grandi dans l'expérience parce que je me suis dit que j'ai compris c'est quoi la perspicacité, c'est-à-dire la force dans l'épreuve. Et parce que quand je dis que la case a traversé beaucoup d'épreuves, c'est-à-dire moi-même d'abord je suis acteur actif dans ça. Et personnellement, j'ai fait un pas sur le plan, tel que vous avez posé votre question, sur le plan expérience, parce que j'ai compris la dureté un peu de la vie. J'ai compris la dureté de la gestion. Et ce qui m'a encore intrigué le plus, c'est que dans la gestion de la chose, vous êtes exposé à tout. À tout. Là, c'est personnellement, je ne parle pas de la taille, c'est personnellement, parce que vous m'avez posé la question personnellement. Je crois que c'est ça, c'est dans le contexte. Hein. Ouais. Donc, je dis personnellement, pas la taille. Parce que quand vous n'êtes pas compris, vous avez le sentiment non seulement des fois d'abandonner, des fois de céder, mais cette année m'a appris, et surtout que m'a appris, en tout cas j'ai grandi. J'ai grandi, et ce qui m'a plus marqué, c'est la confiance. C'est-à-dire, quand tu t'expliques, les gens comprennent que vraiment il arrive. Vraiment il a fait ça. Pour ça. Ça m'a un peu, personnellement, beaucoup tiqué. Et ça m'a redonné l'espoir et la force de travailler et de continuer à travailler. Parce qu'il arrive des fois, lorsque vous êtes calomnié ou vous êtes pointé du doigt, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Et la plupart des gens, dans ces cas-là, abandonnent. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais personnellement, cette année, on a essayé un peu de grandir. Je l'ai essayé de grandir, surtout dans la gestion, et de comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas. Parce que quand vous conduisez les êtres humains, tel qu'on le fait là, quand vous devez être appelé à ça, si vous n'êtes pas appelé à ça, vous ne serez pas. Donc personnellement, j'ai vraiment
grandi par rapport aux expériences par lesquelles je suis passé cette année. Et je crois que 2026, les erreurs, je le dis tout aux gestionnaires, les erreurs que nous avions commises, que j'ai commises personnellement en 2026, cela n'arrivera pas. Si seulement Dieu nous protège. Si seulement Dieu nous protège. Et je ne pense pas qu'on va sombrer dans ça là. Parce que ça nous a un peu, ça a été comme une école. Vous savez, quand vous préparez pour de grandes choses, les épreuves, c'est une école où on apprend. Et ça m'a vraiment beaucoup appris cette année. Ça m'a beaucoup appris. Toutes ces épreuves. Ça m'a beaucoup appris. Et je dirais, en quoi je vais encore me vestir, je crois que je ne sortirai pas de la vision de la case. La vision de la case, c'est aider les femmes et les enfants du Iran. Je crois que la formation, le projet que nous allons débuter en 2025, de former les individus, de former ces enfants-là, je vais encore m'impliquer de plus à ça là. Et il y a un projet même qui est en suspens, le projet que nous avions mis en place avec les chefs du quartier de la commune de Matete concernant la lutte contre la délinquance. Je crois que ça sera parmi les chevals de bataille. Ça sera parmi les priorités. Parce que nous avons ce souci-là d'embellir un peu notre quartier. Quand nous sommes dans Matete là, je vois Matete, comment il est bâti et tout, la commune de Matete. Mais quand vous vous rendez compte de ce qui se passe dans la commune de Matete, ça étonne. Ça étonne. Une commune où les parents ont les moyens d'envoyer les enfants à l'école, d'envoyer les enfants à l'université, mais c'est la même commune où il y a un taux de criminalité élevé. C'est-à-dire qu'en tant qu'ONG, nous avons une grande mission dans cette commune. Pour ne pas dire dans la ville, commençons d'abord par ici. Je crois que l'année prochaine, c'est là où nous allons commencer. Nous allons commencer d'abord à résoudre ce problème de la délinquance, aller au bout avec ce projet, et nous verrons où ça va nous faire. Je crois que c'est. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci, coordonnateur. Permettez-moi aussi de vous poser deux questions. C'est Rebecca pour le compte de la CFEV Télévision. Dans votre allocution, vous avez parlé de partenariat qui a été signé entre l'orphelinat Un Jour et le déploiement de plusieurs médicaments qui ont été donnés dans plusieurs hôpitaux. Ma question s'épanche plutôt par rapport à ce qui concerne le suivi. Comment s'est fait le suivi dans des hôpitaux qui ont été bénéficiaires de ces dons de l'ONG La Case, mais aussi par rapport à l'orphelinat Un Jour. Concernant nos sources, nous avons connu qu'ils ont été aussi, cet orphelinat a été victime de la pluie qui s'est abattue dernièrement sur la province de Kinshasa. Qu'est-ce que l'ONG a pensé à faire en rapport avec ça? Ou comment l'ONG s'est organisée pour prendre en charge ces orphelins de l'orphelinat Un Jour? Oui, c'est ouais. Merci. Je crois que la première question, je crois que je l'ai peut-être répondu pendant mon intervention, mais de manière un peu peut-être comprise. Hein? Mais je l'ai quand même j'ai déjà évoqué ces cas-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, lorsque nous avions débuté avec la mutuelle de santé, parce que c'est dans le domaine médical, vous posez des questions, et quand on parle de domaine médical dans l'ONG, c'est la mutuelle de santé. Alors il fallait déjà mettre une organisation en place, non seulement pour le suivi des patients membres, mais également de tout ce que vous aviez évoqué là. Alors cette année, nous avons connu un sérieux problème avec un de nos partenaires à cause de ce que vous avez dit, le suivi au niveau des hôpitaux. Quand nous avions contacté les hôpitaux et contracté les contrats et les collaborations, en fait, avec un de nos partenaires,
je dirais, les choses n'ont pas été clairement définies. C'est-à-dire que lorsque nous faisons le don, on fait les dons avec objectif. Avec quel objectif? De pallier au pourcentage que l'hôpital, au pourcentage de revient à l'hôpital. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire c'est en compensation du pourcentage que l'hôpital supporte. Parce que nous et l'hôpital, dans le cadre de la mutuelle, nous collaborons pour le vulnérable. Alors, il s'est fait qu'avec ces partenaires, les choses n'ont pas été mises à clair correctement. Parce que l'hôpital a un fonctionnement. C'est ça aussi qui nous a posé un problème. Surtout pour les membres qui nous font, même les membres en général. Les hôpitaux ne nous appartiennent pas. C'est des collaborateurs. Ils ont un fonctionnement. Mais nous avions rencontré des problèmes du genre que lorsque un membre se rend à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il veut briser le fonctionnement de l'hôpital parce que c'est un membre de la mutuelle. Quand il arrive à l'hôpital, il veut qu'on le reçoive le premier, il veut qu'on le traite de manière un peu particulière. Or, l'hôpital a un fonctionnement. Et l'hôpital ne nous appartient pas. Nous sommes des collaborateurs. Donc, lorsque vous vous rendez à l'hôpital, vous devez respecter les normes ou le principe de l'hôpital. Mais, cependant, nous avons connu ce problème. Et le problème a été encore, je dirais, accentué par le fait que le suivi se faisait de manière, je dirais, occasionnelle, dans le sens où il y a un souci qui se présente. Et comme nous n'avions pas une équipe chargée de la cellule, de la mutuelle, comme aujourd'hui nous avons une cellule, il était question soit moi, les coordonnateurs, j'interviens, soit la secrétaire intervient, soit quelqu'un d'autre intervient. Or, les interventions venaient souvent en retard. Parce que je peux être, par exemple, en ville et on t'appelle à ma tête. Tu prends le téléphone, tu commences à appeler. Tout ça. Ça nous a vraiment posé des problèmes concernant la mutuelle. Alors le don que nous avons fait dans les hôpitaux, c'est en compensation, en réalité c'est en compensation des services ou de la quote-part de l'hôpital. Parce que si déjà l'hôpital supporte 70%, 70%, c'est énorme par rapport à nous l'ONG. Et pour faciliter notre collaboration et que nos patients, nos membres aillent à l'hôpital et qu'on les reçoive paisiblement, on facilite également l'hôpital la charge en lui offrant des médicaments, en lui offrant du matériel, en lui offrant des équipements. Donc c'est fait dans ce but-là. Mais ce n'est pas par hasard. Mais avec, cependant, avec un de nos partenaires, il s'est fait que pour eux, le don reste le don. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'hôpital. Et nous avions été considérés comme des conventionnés proprement dit. Et ça posait un problème. Au jour d'aujourd'hui, le contrat est suspendu. Donc, mais je crois qu'avec la nouvelle équipe, la cellule de la mutuelle que nous avons, un suivi sera effectué dans ce sens-là. Parce que, quand se les dit, le suivi n'avait pas suivi comme il faut. Permettez-moi la titularisation. Comme il faut. Parce que, déjà, il fallait que soit moi j'intervienne, soit les marketeurs interviennent, soit un tel intervienne. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce problème-là a été résolu. Parce que là, nous avons maintenant des personnes attitrées uniquement pour faire ce suivi de la mutuelle et des dons. Parce qu'on parle des dons toujours dans le cadre de la mutuelle. C'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je réponds. En partie, parce que ma question n'était pas tellement de savoir pour le suivi des membres
de la case qui sont adhérés à la santé. Mais non, par rapport à ce que vous avez fait comme don dans ces hôpitaux-là, quel a été le suivi? Parce que ça arrive que vous pouvez donner des produits comme ça et après, on ne les affecte pas. Mais c'est ce que je venais de dire, si vous m'avez suivi. C'est-à-dire que lorsqu'on donne le don à l'hôpital, on fait un don. Bien qu'on fait un don, mais on ne fait pas un suivi du genre que nos membres sont venus, vous devez leur donner nos produits. Non, non. C'est-à-dire déjà, la mutuelle, déjà, dans le fonctionnement de la mutuelle de manière originaire, lorsqu'un membre se présente à la mutuelle, il y a des produits qui sont des produits de première nécessité que l'hôpital donne, mais s'il faudrait compenser avec d'autres produits, les factures nous reviennent. C'est nous qui supportons les factures. Mais lorsque nous faisons le don, c'est-à-dire qu'on laisse à l'hôpital gérer comme il veut. On n'oblige pas l'hôpital. Parce que déjà, l'hôpital prend en charge 70%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. L'hôpital contribue déjà beaucoup. Et nous, on a que 30%. Donc, ces matériels-là, quand on le fait comme don, on le fait comme don. Mais il ne faudrait pas que l'hôpital ignore comment fut le cas avec un de nos partenaires. Parce qu'ils ont ignoré, pour eux, les dons restent les dons. Alors que les dons, par exemple, avec la clinique d'Alema, on a eu beaucoup de retours dans cette clinique-là. Parce que les dons que nous leur avons faits, ils ont témoigné que ça a aidé beaucoup de gens. Peut-être pas nos membres, ici, là, qui s'est rendu à Paris. Peut-être personne. On a peut-être 2, 3, 4 membres qui se sont rendus là-bas. Mais ça, les produits qu'on leur a fait donner, ça profitait aux patients qui payent à l'hôpital. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc le suivi, actuellement, de ces côtés-là, on a plus de problème parce qu'on a des personnes attitrées pour faire le suivi. Mais concernant le don, lorsque nous faisons le don, c'est un problème de conscience et de bon sens. C'est un problème de conscience et de bon sens. On ne vous dira pas que le don que nous avons fait, c'est pour ça, 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 ça. Non, mais nous sommes collaborateurs. La conscience doit parler pour dire qu'ils nous ont fait un don, c'est-à-dire qu'ils nous ont allégé d'un côté. C'est un peu ça. Alors, concernant l'intervention de l'ONG par rapport à la situation qui venait encore de se produire à l'orphelinat, déjà, par rapport à cette question, je peux revenir encore à faire un appel. L'ONG, on ne peut pas aller au-delà de nos moyens. Ça, déjà, c'est impossible. Même la Bible le dit, nous sommes pratiquement des chrétiens. Et on nous dit, aide toi le seul t'aidera. Donc, on ne peut pas aider au-delà de ses moyens. La charité, bien, voilà, c'est que la charité, bien, on commence par soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Parce que les moyens déjà nous sont défaits. Alors, par exemple, là, nous avions normalement devant avoir une activité avec une ONG qui nous a contactés. L'ONG voulait faire une activité, faire une descente, amener de l'aide aux orphelins. Parce que si on ne peut pas, en termes, on n'est pas capable en termes de matériel, on peut quand même faire un lobbying auprès d'autres personnes pour le compte des orphelins. Je crois que la première fois quand on est intervenu, il y a eu des dons qui sont venus de l'Europe. À partir de là, je n'ai fait qu'envoyer la vidéo chez maman à la présidente, et la présidente a pris la vidéo, elle a mis sur la toile, et il y a eu des réactions le même jour. Donc je lui ai envoyé la vidéo le soir, le matin, il y a eu des réactions. Directement dans mon téléphone. Il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui ont envoyé des contributions, et nous avons fait une activité là-bas. Mais ce n'était pas, je dirais, ce n'était pas la vraie solution. Parce que la vraie solution, c'est d'éviter à ce qu'il soit inondé. Or, pour éviter à ce qu'il soit inondé, déjà, cette parcelle-là, c'est une parcelle mise en location. Pour réaliser les travaux, vous pouvez réaliser les travaux. Mais avec la mentalité des Congolais, parce qu'ils sont déjà menacés dans l'augmentation, dans le paiement du loyer et tout, vous pouvez aujourd'hui réaliser des travaux, on met une clôture et tout pour éviter que l'eau rentre. Mais demain, ça va créer un problème avec le bailleur. Donc, c'est un problème complexe. Alors, nous, l'ONG, on ne peut pas aider et là, les moyens. Raison pour laquelle, je fais encore un appel aux gens de bonne foi. S'ils peuvent nous apporter un soutien, ça nous aidera. Et l'ONG
fait également ce travail-là de lobbying. On parle pour eux ailleurs. On fait des appels pour eux. Et par là même, j'allais également le marteler ici. C'est important, même si nous faisons appel à des tierces personnes en leur faveur, mais ça doit être dans les normes. Nous avons un fonctionnement que nous respectons. Et si une personne veut nous contacter, il doit respecter notre fonctionnement. Parce qu'on ne peut pas ramener des gens de manière vague, de manière, je dirais, ramassée. Non, même si on veut les aider, mais c'est des êtres humains. On les aide avec un cœur sincère et honnête. Comprenez? Donc, ce que l'ONG envisage actuellement là, on se prépare. Je crois que le matin, nous avions aussi une réunion. Il y a M. Jean qui a participé à la réunion. Nous sommes en train de prévoir une activité avec, dans le cadre de ce mois de fête. On aura une fête ici avec les orphelins et tout. Et à partir de cette fête-là, nous allons lancer un OCS pour trouver réellement une situation. Sinon, avec l'évolution des choses là, on risquerait un jour de perdre un enfant là-bas à cause de l'immigration. Donc, c'est important. Merci beaucoup pour la parole donnée. Monsieur Héritier Moutseke, cher coordonnateur, j'aimerais bien poser ma question en lingala. J'ai juste une seule question. Bon, to lundi discours malamu, et l'on a ba confrère professionnel de médias. To lundi discours malamu et puis monsieur coordonnateur, o yano lina mituna nyoso lulinge sengeli. Kasinga motuna nange zali bwenelo moko utaki koloba ke yo zali lokola intermédiaire ou ezali entre conseil d'administration na ba cellule to benga ete na lingala ba konzi ya likolo na ba ndeko oyo bandima kusala mosala na kati ya ONG. Lolenge nini monsieur le coordonnateur aza ko évaluer ebité évaluer na lingala na kolobela ngondenge nini ko évaluer misala ya ba ndeko o bazali na ba cellule topé à conseil d'administration na année oyo 2025. Merci. Merci. Merci pour le très pertinent. Il a vraiment très pertinent. S'il faudrait répondre à la question, il y a évaluation en tant que, je dirais, le trait d'union en tant que le conseil et Pauline Sama, c'est déjà été dans les gars, qui m'ont pas mal. On va faire une fois de répondre quand même. Et tel ordre aussi, dans ça, là, facile. Là, on va quand même la ligne. S'il faut ça, l'évaluation entre le conseil d'administration, dans la cellule, dans le comment ONG et entreprises de même si entrepreneuriat est dans la carte, il y a ONG. Mais ONG est entreprise à la base, est association. Alors, la structure nous sort et fonctionnement sur base de fonctionnement, sur base de réglementation. C'est-à-dire que l'entreprise est dans le modèle de fonctionnement. ONG est dans le modèle de fonctionnement. Société est dans le modèle de fonctionnement. Mais aujourd'hui, ONG n'a plus sur la case. Fonctionnement d'amour est un peu particulier, dans le sens où, d'abord, on a, aujourd'hui, nous savons qu'il y a un temps de raisonnement à accéder pour nous chuter. ONG, à la base des fonctionnaires, ils ont idée, ils ont vision. Ce qui nous à côté de l'ONG, à côté de la vision. Et vision, ils ont matérialisé les logos avec une statut dans le règlement intérieur. Et ce qui est à côté de l'ONG, c'est-à-dire, par exemple, la ONG la case, n'a adhéré dans la vision ONG la case, pour les matérialiser dans le statut. Alors, l'État le dit oui. L'État le dit que l'association et fonctionnaire,
la cotisation à membre, la subvention à l'État, la don, la subvention à la partenaire. Et au union sont avec les gens impliqués, les motos union sont à côté d'un ONG. À cause de la qualité à membre, biso awa, qualité à membre de biso, il y a la signature, il y a fiche, l'adhésion. Après, ça va dans le bon. Maintenant, on continue au signer fiche d'adhésion, et c'est là où on a carte de membre. Maintenant, vous tournez dans le comité, non, il est membre de l'ONG. Le fonctionnement classique de l'ONG, membre de l'ONG, contribuer. Parce que dans l'ONG, on amène, on apporte, on amène une vision et une impulsion. Ceux qui continuent dans l'ONG, comme membres et membres, voilà, c'est que tu cotises au sein de l'ONG. Les cotisations, c'est un montant pour les alliés déjà repris dans les statuts, et puis les alliés débattus là-bas. Ensemble général. Maintenant, quand déjà il y a ONG la case, le problème de la cotisation est le moment raté. Le moment raté. Ça ne se parle pas. Ça ne se parle pas. Pourquoi ça ne se parle pas? Déjà, le conseil d'administration étant le président ou la présidente du conseil d'administration, dans sa vision, elle s'est dit que j'ai affaire aux gens qui n'ont pas déjà de moyens. Je ne peux pas encore les obliger de cotiser. Est-ce que tu dois comprendre les cotisations? Or, en temps normal, déjà dans le fonctionnement de l'ONG, ça pose problème. Parce que, bon, tout le monde, budget c'est qui combien? Le budget, il fallait allouer et pas un. Il fallait allouer ndengeni. Il fallait allouer la moyenne ligne. La moyenne peut-être de l'activité commerciale, et puis la bâton, et puis la cotisation à ma maman. Mais déjà, dans la case, ONG la case, les femmes et les enfants vulnérables, la question déjà de cotisation est à la mis entre et guillemets. Les gens cotisent, lorsqu'il y a une prime, on enlève dans la prime, on prend une cotisation. Déjà, à un moment donné, lorsque l'ONG est rentré dans la zone de turbulence, la prime, ça ne venait plus, on se sentait que les cotisations est zappées. C'est un problème. Cotisation est zappée. Parce que les gens n'ont pas de moyens. Or, dans l'association, parce que dans l'association, après 3 mois, il y a une non-cotisation, tu perds ta qualité de membre. Et quand tu perds la qualité de membre, c'est-à-dire que tu perds tous les avantages liés à l'ONG. Parce que les avantages de l'ONG sont réservés aux membres. Aux membres. Soit aux membres et à leurs congénères ou à leurs proches. Mais dans la case déjà, cette question-là est mise entre parenthèses à cause de la bienfaisance, à cause du côté humanitaire de la présidente du conseil d'administration. Donc de ce côté-là déjà, le conseil d'administration a allégé déjà charge dans ma membre. Allégeant. Et de ce côté-là, c'est le conseil d'administration, je dirais par ricochet, c'est le conseil d'administration qui a charge de la cotisation de ma membre. Or, dans une association classique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est maintenant au niveau des membres des cellules. Il y a ce qu'on appelle, lorsqu'on adhère dans une ONG, vous adhérez à la vision, vous connaissez les objectifs de l'ONG, vous dites, ah, ONG, au but, dans mon vision, dans mon CP, dans mon côté, dans mon salle, pour notre soukabat.
Mais dans l'ONG, des fois, quand les gens viennent, il y a un esprit, il y a un humanisme. Mais lorsqu'ils se rendent compte des objectifs et des avantages, pardon, présents dans la ONG, ils perdent ses côtés humanitaires. C'est plus le côté lucratif maintenant qui intéresse. Or, dans l'ONG, ce n'est pas le côté lucratif parce que déjà c'est une association sans but lucratif. Mais chez moi ici, c'est un peu le côté lucratif maintenant qui prend les devants, qui prend les dessus. Qui fait que, au lieu de se concentrer sur la vision, on se concentre sur autre chose. Parce que déjà, et le Koana, et ça l'a déjà, et ça l'a déjà, ça fait perdre les gens. Donc s'il faut que je fasse une évaluation, en tant que le trait d'union, je dirais que de part et d'autre, il y a parfois je dirais, je vais appeler ça comme pas une incompréhension, mais un large un peu fossé dans la vision. Parce que quand on adhère à une vision, on adhère aussi à ses exigences. Et ce sont ces choses-là maintenant qui, comme les gens ne sont pas de fois attentifs à ça, ça échappe. Et on fait des choses où on pose des actes en dehors de la vision. Or, l'ONG nous retrouve tous, selon sa vision, c'est de rassembler les hommes et les femmes afin de... C'est de cette manière-là, c'est écrit dans les statuts. Je crois que c'est l'article 6 ou l'article 7 qui parle de la vision. C'est bien écrit clairement. La vision de la case, c'est rassembler les hommes et les femmes pour mener des actions en faveur. Donc, l'ONG La Case est une association philanthropique, scientifique, socioculturelle, qui regroupe des hommes et des femmes qui mènent des actions en faveur des personnes vulnérables, précisément les femmes et les enfants. Ça, c'est la vision de la case. Mais vision à la case, quand on continue à vision à la case, deux fois, il se perd. Tout simplement parce que il y a le côté lucratif qui prend les dessus, qui prend parfois les dessus. Je peux donner l'exemple d'une entre nous ici. À chaque moment, elle amène le don. C'est ça le fonctionnement d'une personne dans l'ONG. Ah, cordon, banana bilamba, yango. Cordon, bilamba, bopé saban. Cordon, c'est ça le fonctionnement de l'ONG. On ne vient pas ici pour gagner de l'argent. On vient ici pour des avantages. Mais pas forcément pour gagner de l'argent. Si l'argent était un avantage, tant pis. Mais à première vue, c'est des avantages, parmi lesquels tu as les soins de santé gratuits, tu as lorsqu'il y a un problème de décès, anniversaire, patati patata, on fait une collecte, on vous aide. Mais ici, là, dans l'ONG, ces choses-là, c'est fort, mais à petite échelle. À petite échelle. Voilà pourquoi on va profiter de la question dans l'eau. Pour nous en 2026, il faudrait qu'on rectifie les tirs, qu'on rentre dans la vision. Tout ce que nous pouvons obtenir, c'est des avantages. C'est des avantages parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que tu aides, mais il faut d'abord aider pour aider. Tu n'étais aussi matin. Donc, en 2026, je dirais, il faut vraiment rentrer dans la vision. Il faut tout ça, le fort, tout côté dans la vision. Que ce soit le conseil d'administration, que ce soit nous, du côté des cellules, tout côté dans la vision. Pour que Makambu et Mata, c'est vrai, le contexte dans lequel nous sommes passés, je ne dirais pas que nous sommes au début, mais le contexte a fait en sorte que Makambu délai, tout le monde est tout le monde. Mais 2026, les années où on doit fonctionner comme une organisation classique. Et je crois que ceux qui, déjà dans nos têtes, on sait pourquoi on est venu à la case, je crois que il y a un problème. Et pourquoi on est venu à la case, c'est pour rapporter de l'aide aux femmes et aux enfants vulnérables. Donc, au jour d'aujourd'hui, évaluation, il y a collaboration entre
le conseil d'administration. Et nous qui sommes dans le CELI, c'est juste un problème de rentrer dans la vision. La vision que le conseil d'administration impose ou injecte, il faut la reçue et pas là-bas. Il y a plus souvent membres de manière, je dirais, authentique pour que la vision tout fonctionne et que nous puissions vivre réellement les avantages de la vision. Donc, je crois que on a répondu à la question. D'accord, merci. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de ces points de presse. Merci, mesdames et messieurs, pour votre présence. Mais avant de clôturer complètement, nous accordons la parole au coordonnateur pour un mot de la fin. Ok, merci beaucoup. Merci pour le droit de la parole. Déjà, je m'en vais remercier l'équipe organisatrice de ce point de presse. Je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup pour cette organisation. Et merci également à tous ceux qui ont assisté en présentiel et qui nous suivront en ligne peut-être. Je vous dis également merci pour l'attention. Pour conclure mon speech, je dirais que d'abord je vais tirer l'attention à nous les membres de la CAS. Vous savez, dans le barango mingi, que la vie elle est compliquée. Elle est vraiment compliquée parce que une seconde après, personne ne le sait. À moins que Dieu te fasse grâce. Nous avons la grâce. Donc, une minute après, personne ne le sait. Donc, la vie, elle est compliquée. Alors, j'ai toujours encouragé les gens de continuer à se donner à la case. La case, c'est une grande vision. La case est sa vision à Muketi. La case est sa vision à Muneni. Mais grandeur, il y a loko, en fonction de l'animateur. Moi, personnellement, je suis fier de l'équipe au Nazaranaro parce que je sais que je suis entouré de gens compétents. Dans le sens, il y a Moussala. On est entouré par des intellectuels, des jeunes intellectuels au Bazamaïli. Et je vous exhorterai de mettre vos intelligences, de continuer à mettre vos intelligences au service de la case. Et mettre nos intelligences au service de la case signifie mettre nos intelligences au service des femmes et des enfants vulnérables. Parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont fortement besoin de nous. Moi, je nous encourage. L'administration a toujours le secret. Ça, il faut le savoir. Bureau Nangaï est ouvert 24 heures sur 24 pour recevoir des doléances, pour recevoir des suggestions, pour recevoir des remarques, pour recevoir tout. Tout. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que soyons des collaborateurs. D'abord en interne, soyons des collaborateurs. Si nous sommes des collaborateurs et que nous mettons l'intérêt de la case au devant, je crois qu'on ira de l'avant. Parce que, et ça quand les gens manquent, et bien ça a vision. Les gens manquent, et bien ça a vision. C'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension et le manque d'intériorité, il y a vision. Si nous intériorisons la vision de la case, je crois que dans la ville à Kinshasa, on entend un combat. Dans la RDC, on entend un combat. Alors, je vais encourager chacun de nous à m'y passer sur ma case, pour ça qui est en 2025, ça l'a fois 3 en 2026. Et sachant que quand on aide le pauvre, tous les côtés, c'est un million. On a bâti quand on a tout été. On a foutu en mokaka. Pour là, on a ça, un jour, et au bout de la yo, alors, je nous encourage tous à matérialiser la vision de la case, à suivre la lignée de la case. Et je crois que peu importe le temps que ça nous prendra, mais la fin justifiera le moyen. Et que chacun de nous
vous en avez regretté d'avoir fait partie de la case. Alors, Jean Nakolo Banaba, l'école va un espoir vulnérable. Sachez-le bien que, comme il à n'importe quoi, vous savez que 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 vous avez les il y a malin donc c'est l'io, ils en ont 1, numéro 35D, la commune à Matiti. Chaque espoir ici, la vie, le père de mes parents, le père de ma botte, mon qui est beau, il va qu'il y a un qui est na wenge la case, tout yambayo. Tout yambayo pour tout son. Alors, pour perdre espoir, et on a battu la police, bazo réfléchir, bazo tchaba moyen d'avoir un jeu, pour que yo, vous allez malade. Alors, partout où vous êtes, nous avons moins, nous avons mobile, nous avons son espoir. J'aimerais te dire que mon qui est au bout, et une adresse où on a payé, il y a qu'une adresse où on pour vous avoir réconfort dans nous. Alors pour finir, je dis merci à la visionnaire, pour Azole Maté, pour Bunda, pour que la case qui est le Bosso, Zamba Pamolalo, Zamba Pissa Makas, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force, que Dieu ouvre encore les portes, que Dieu se souvienne de toi, tel que sa parole déclare, c'est lui qui aide le pauvre, prête à Dieu. Et c'est Dieu-là qui n'est jamais le débiteur de personne, puisse te récompenser au centime. Alors, à toute la famille Lacasse, partout Bouza, au nom de mon équipe, je vous dis absolument merci. Merci pour tout ce que vous faites pour l'ONG Lacasse. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes vulnérables et les enfants. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous souvienne de vous. Je dis et je vous remercie. Merci, cher coordonnateur. C'est sur ces beaux mots du coordonnateur que nous mettons fin à ces points de presse d'aujourd'hui. Pour toute suggestion, informations complémentaires, je vous prie d'entrer en contact avec la coordination. Et puis, elle est là, ouverte, comme le coordonnateur l'a dit, pour vos suggestions. Et vraiment, merci pour la présence de chacun de nous. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. La case des femmes et des enfants vulnérables. À vos côtés, pour un avenir agréable. Avec maman Joséphine Boloko et héritier Mounseke, nous construisons ensemble pour demain et toujours soudés.